Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. À une semaine du premier tour des élections départementales, nous recevons ce soir un homme politique qui n'est pas candidat pour cette campagne, Henri Pailleux, le maire démissionnaire de Coignères. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Henri Pailleux, bonsoir. Bonsoir. Alors on va beaucoup évoquer votre parcours dans cette émission, on va donc vous présenter très rapidement. Vous êtes né le 3 mars 1940. 5 mars. Le 5 mars, 1940, donc vous avez 75 ans. Marié, père de 3 enfants, passionné de sport, vous êtes ingénieur de formation. Vous vous êtes engagé en politique à l'âge de 18 ans lors du retour du général de Gaulle. Vous êtes devenu maire de Coignères en 1986 après la démission de votre prédécesseur. Vous avez été réélu à chaque fois aux élections municipales et notamment il y a un peu moins d'un an avec plus de 56% des suffrages exprimés. Vous avez également été conseiller général des Yvelines et vice-président du Conseil général. Avec vous, nous allons revenir sur votre décision de démissionner prochainement de votre mandat de maire. On va en profiter aussi pour revenir sur votre parcours et on vous demandera quel regard vous portez sur la vie politique à l'approche des élections départementales. L'Hebdo Politique, le Money Time. Mais on commence cette émission avec le Money Time. Vous le savez, Henri Pailleux, puisque vous êtes déjà venu dans cette émission, le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides sur l'actualité. Seulement 22% des Français souhaitent que Nicolas Sarkozy se présente à l'élection présidentielle de 2017, d'après un sondage BVA. Vous partagez leur point de vue ? Dans le contexte actuel, je dirais que tout cela peut se comprendre, mais ceci étant dit, donc moi, comme vous le savez, je suis engagé à l'UMP, et donc par conséquent, à l'UMP, il y a des débats, comme il y en a partout ailleurs dans tous les partis politiques, je dirais, qui se préparent pour 2017, et donc il me paraît, je dirais, tout à fait logique que Nicolas Sarkozy souhaite pouvoir revenir à l'Élysée, donc ça ne me choque pas. Alors maintenant que 22% des Français le souhaitent, ça me paraît, je dirais, bien dans la logique du système d'aujourd'hui, le système médiatique. Maintenant, cela étant dit, eh bien moi, en tous les cas, personnellement, ce que je souhaite, c'est son retour, mais sans oublier quand même Alain Juppé, que j'ai reçu ici à Coignères à 2 reprises et pour lequel j'ai de la sympathie. Êtes-vous favorable à la peine d'indignité nationale ou à la déchéance de nationalité pour les Français coupables d'actes terroristes ? Absolument. Absolument. Le djihadisme est quelque chose, je dirais, qui doit être combattu de façon extrêmement sévère. Malheureusement, le monde est ce qu'il est, il évolue comme il évolue, et je dois dire que concernant ces gens-là, qui, disons les choses comme elles sont et clairement sont des assassins, eh bien, d'un autre temps, eh bien, je dirais, pas de pardon, et il faut les condamner extrêmement sévèrement, et bien plus sévèrement qu'on le fait. Faut-il interdire les véhicules les plus polluants dans les centres-villes ? Alors là, je dirais que je suis extrêmement partagé. L'écologie est une chose. Je trouve que les écologistes sont des gens qui bloquent totalement, je dirais, toute initiative actuellement dans notre pays, que c'est néfaste pour l'économie. Et donc, je me méfie beaucoup, je dirais, de tout ça. Vous savez, Paris était 10 fois plus polluée au début du XXe siècle qu'elle l'est aujourd'hui. Il faut dire les choses comme elles sont. On nous invente, je dirais, toutes sortes de choses pour nous mettre mal à l'aise par rapport... Alors évidemment, on nous montre des images dont je me demande d'ailleurs, à la limite, quelquefois, si elles ne sont pas truquées. Bon, je sais très bien qu'en Chine, par exemple, eh bien, la pollution est quelque chose, je dirais, qui est particulièrement inquiétant quand on sait ce qu'il en est, mais de grâce, à Paris, on n'en est pas là. Combien de médailles les Français ont-ils décroché au championnat du monde de cyclisme sur piste de 50 en Yvelines, le savez-vous ? Eh bien écoutez, je vais vous faire une confidence. Je trouve que le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a posé beaucoup de problèmes à la ville nouvelle, dont je ne fais pas partie,
eh bien, moi, je suis un très grand sportif. Enfin, j'étais en tous les cas, parce que maintenant, bien évidemment, à mon âge, c'est terminé, tout ça est derrière moi. Je trouve qu'avoir fait le Vélodrome est quelque chose de fort bien pour la ville nouvelle, parce que ça va faire rayonner le nom de Saint-Quentin-en-Yvelines, on va dire, alors que ce n'était pas forcément le cas aujourd'hui. Alors maintenant, le nombre de quant médailles. à savoir le nombre de médailles qu'on a décrochées, eh bien, pour tout vous avouer, je n'ai rien regardé de ce qui s'est passé à Saint-Quentin-en-Yvelines et je ne le sais pas. Eh ben, l'équipe de France a remporté 5 médailles d'or et 2 de bronze. Dernière question, Henri Pailleux. Si vous pouviez choisir entre un dîner avec le général de Gaulle et Napoléon Bonaparte, 2 personnages que vous admirez, vous choisiriez qui ? Alors là, ça va être compliqué comme question. Là, vous me posez une question extrêmement complexe. Évidemment, parce que je suis et bonapartiste et gaulliste, qui sont 2 hommes, je dirais, d'exception. Mais, allez, je pense que je choisirais quand même Napoléon Bonaparte. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un homme exceptionnel. Je suis de ceux qui pensent que dans ce bas monde, depuis qu'il existe, il n'y a pas eu d'homme plus intelligent que lui. Et d'ailleurs, le directeur de West Point aux États-Unis déclarait à son propos que les Français, que tout le monde savait que Napoléon était un génie militaire, mais que la plupart des Français ignoraient ses talents de législateur et d'administrateur, et il déclarait pour terminer que Napoléon, pour lui, c'était la quintessence de l'intelligence humaine. L'hebdo politique sur Sensation. Henri Pailleux, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Maire de Coignard depuis 1986, je l'ai déjà dit. Vous avez annoncé votre démission lors de votre cérémonie des vœux en janvier dernier. Cette décision, quand l'avez-vous prise ? Est-ce que c'est une décision qui est mûrement réfléchie depuis quelques mois, quelques semaines déjà ? Oui, c'est une décision mûrement réfléchie, mais elle a été prise, on va dire, à l'automne dernier. Vous ne le saviez pas pour les municipales de mars dernier. Vous saviez que c'était votre dernier mandat ? Oui, je sais. Sur le plateau de TV Fil, on m'avait demandé quelles étaient mes intentions pour 2020, ce à quoi j'avais répondu, écoutez, je vous donne rendez-vous en 2038. Voilà. C'est dire que je pouvais encore durer. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de mars ceci étant dit, alors, il y a plusieurs choses. Et l'automne. Il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, j'ai 75 ans. Ça fait 38 ans que je suis au service de la ville de Coignères, 30 ans que j'en suis le maire. J'ai été conseiller général, etc., vice-président même. Et, ma foi, il faut être raisonnable. Bon. Donc, j'estime avoir un âge qui est ainsi fait que la sagesse est quand même de faire de la place à la jeunesse. Bon. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas ce qui m'a conduit à prendre cette décision. Non, ce qui m'a conduit à prendre cette décision, c'est que, et je vais être très clair là, je ne supporte plus le monde dans lequel je vis. Je ne supporte plus ce qui se passe à tous les niveaux. Il n'y a plus d'éthique. Je suis gaulliste. Il n'y a plus d'éthique. Mais vous avez des exemples à donner, hormis les dossiers locaux attendez. La 12 et l'intercommunalité, vous pensez à quoi quand vous dites ça ? Non, attendez, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale. Il n'y a plus que l'intérêt particulier qui compte. L'intérêt général, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Chacun pour soi. Eh bien, moi, personnellement, je suis désolé, je n'ai pas été éduqué et par mes parents et par les jésuites, parce que c'est eux qui m'ont éduqué, et je ne suis pas gaulliste, je dirais, pour rien non plus. Bon, donc, je ne supporte pas ce qui se passe, et j'ai estimé au mois de décembre dernier que je me refusais maintenant à servir de caution à tout ça. Pour moi, c'est terminé. Ce qui veut dire qu'au mois de mars dernier, vous meniez pas la même, on va dire, la même logique Non, non. Les choses n'ont pas tant changé que ça, j'ai envie de dire, entre mars et décembre dernier. Si, il s'est passé des choses, je dirais, dramatiques. Le combat sur l'autoroute A12, que j'ai perdu. Et ça, c'est un scandale national, ça. Hein, ça se fait par des lobbying, je dirais, dans les palais dorés de la République, je dirais, au détriment de l'intérêt général. Il y a ça. Ensuite, tout le monde connaît mon opposition fondamentale à l'intercommunalité, qui pour moi est un déni de démocratie. Je l'ai exprimé depuis 92. En 92, déjà, devant Gérard Larcher, j'ai annoncé que ça préfigurait la disparition des communes. Gérard Larcher, président du Sénat ? Le président du Sénat, qui est un ami. Là-dessus, il m'a dit non. Alors, avec Borotra, ils m'ont dit tu exagères un petit peu, les communes ne vont pas disparaître, c'est pas possible. Je vous signale que depuis moins d'un petit mois, là, on ne parle que de ça.
La disparition des communes. Bon, on n'est plus en démocratie. Je suis désolé. On est en dictature larvée en France actuellement. On prend des décisions qui bouleversent totalement, mais totalement la vie des Français. On doit faire un référendum comme l'avait fait le général de Gaulle en 69. Eh bien, non. On ne fait pas de référendum, on n'y va pas, on a peur du peuple, et puis là-dessus, eh bien, on bouleverse totalement tout le système, alors que nos communes, nos départements, eh bien, ont fait leur preuve depuis la Révolution française du bien fondé du système tel qu'il est organisé, avec les régions qu'on a rajoutées en 1976, et puis c'est très bien comme ça. Pourquoi vouloir créer des immenses cathédrales où on éloigne les administrés de leurs élus? Vous ne comprenez pas l'argument de réduction des coûts, attendez, de la synergie? Mais attendez, c'est une douce rigolade, ça. Une ville comme Coignard pourrait s'en sortir aujourd'hui toute seule? Philippe Seguin, en 2006, a fait le bilan. 4 milliards d'euros supplémentaires pour les Français, alors que la France était pour une moitié en interco. Aujourd'hui, je suis convaincu que l'interco... plus que ça rapporte. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'interco, c'est plus de 10 milliards d'euros d'impôts supplémentaires pour les Français. Et ça ne va de faire que croître. Mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que qui connaît dans les Yvelines son député européen? Personne. Qui connaît le conseiller régional? Personne. Qui connaît le conseil général? Quelques-uns. Alors nous, à Radio Sensation, on reçoit les eurodéputés d'Île-de-France. Oui, mais c'est pas pour autant, vous savez. C'est pas pour autant que les gens les connaissent forcément. Mais... Et je vais vous faire un aveu. Je suis vice-président de la commission de communes des étangs, là, à laquelle on appartient. Bon. Eh bien, j'ai fait un test en Coignard. Personne ne sait qui en est le président. Pire. Il n'y en a pas un à Coignard qui sait que j'en suis le vice-président, sauf les élus de mon équipe. Alors, je rappelle pour précision que la Casquie, d'ici le 1er janvier prochain, pour respecter la loi du seuil des 200 000 habitants en Grande Couronne, doit intégrer des nouvelles villes. Et donc, Coignard était dans le projet avec 4 autres villes. Est-ce que le fait qu'en mars dernier, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ait basculé à droite, ça aurait pu rapprocher votre point de vue, peut-être, avec les élus? Non. Vous qui êtes encarté à droite depuis le début. Alors, attendez, il faut être extrêmement clair. Sur Coignard, depuis 1977 que j'habite Coignard et 86 que j'en suis le maire, tout le monde sait à Coignard que j'étais RPR hier, UMP aujourd'hui, mais je n'ai jamais fait de politique, je dirais, dans Coignard. Jamais le moindre document n'est tombé dans une boîte aux lettres signée de ma main pour appeler à voter RPR hier, UMP aujourd'hui. Je ne fais pas de politique au plan local, je défends simplement ma ville et ses intérêts, et ça s'arrête là. Et donc, par conséquent, que la ville nouvelle soit à gauche, soit à droite, peu importe, en ce qui me concerne, je ne souhaite pas retourner dans une communauté d'agglomération. Vous l'aviez quitté en 1984 de cette taille. On l'a quitté en 84. D'ailleurs, ça nous a coûté fort cher, parce que Gaston Defferre, à l'époque, m'a obligé à payer plus de 150 millions de francs, oui, d'une part, et de céder 28 hectares de terre de Coignard à la ville de La Verrière. Revenons sur votre démission. Quelles sont d'ailleurs les réactions des maires des villes voisines? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils essaient de vous convaincre de revenir sur votre décision? Quels sont vos rapports avec eux aujourd'hui? Non, j'ai annoncé ça à l'occasion de mes vœux, parce qu'il faut toujours se servir, je dirais, d'un événement pour annoncer une chose comme celle-là, mes vœux qui sont très courus dans le département, parce que tout le monde considère que ce sont les meilleurs. J'ai toujours Gérard Larcher, donc, qui les préside, énormément d'élus qui sont là, j'ai un parterre de à peu près 350 personnes devant moi, et donc c'était l'occasion pour moi, je dirais, de faire une telle annonce. Ça a été la stupéfaction générale, parce que n'était dans le secret que ma secrétaire et le service com de la mairie de Coignard, à savoir donc 4 braves dames auxquelles j'avais dit c'est le secret absolu. Elle le savait depuis le 15 janvier. Mais je leur avais dit, c'est le secret absolu. Si ça se sait sur le trottoir, vous serez noyé au Val-Favry et pendu au gibet. Depuis, le téléphone arrête pas de sonner, ou alors on essaie de vous convaincre de revenir sur votre décision? Non, personne n'essaye de me faire revenir sur ma décision. Les gens me disent, on regrette, etc., etc. Bon, ils sont... Et les habitants de Coignard, justement, quand vous les croisez, ils vous disent quoi? Alors les habitants de Coignard, eux, il y en a qui versent des larmes. Ils sont susceptibles de vous faire changer d'avis, ou c'est... Non.
une fois qu'on a annoncé une affaire comme ça, on ne revient pas en arrière. Puis vous savez, moi j'ai 1000 choses à faire. Hein. Je travaille au service de la sûreté nucléaire dans le pays. Je travaille également à la Fondation Napoléon, au souvenir napoléonien. Peut-être que je vais réanimer mon club de gastronomie que j'avais créé en 80 avec des statues déposées à Rambouillet qui s'appelaient les Goldfingal de France. À l'époque, on avait des ambitions. J'avais même l'ambition de rivaliser avec Goemio. Donc, vous voyez. Hein. Et après, j'ai été nommé maire. Alors, maire plus un travail professionnel à plein temps, c'est plus possible, quoi. En ce moment, vous faites quoi en tant que maire? Vous gérez les dossiers normalement ou alors vous préparez votre succession? Je continue à gérer les dossiers normalement. Je démissionnerai très exactement le 10 avril à minuit. Pourquoi? Parce que dans les 10 minutes qui précéderont, je ferai voter le budget prévisible de l'année. Et qui va vous succéder alors? En tout cas, écoutez, qui vous souhaitez voir vous succéder? C'est extrêmement simple. J'ai une équipe qui s'appelle Coalition Démocratie, dans laquelle il y a 22 personnes, plus ceux qui n'ont pas été élus, qui sont sur la liste d'attente, mais qui participent au débat. Donc, ce sera comme au Vatican. Je vais les convoquer en mairie de Coignières, je vais fermer les portes à clé, et puis je leur ai dit, écoutez, on ne sortira de là que lorsqu'il y aura quelqu'un pour me remplacer. Et après, qui est candidat? Voilà. Et après vous, personnellement, vous sortez de la vie politique ou vous restez un peu dans le jeu politique local? Non, un homme comme moi qui fait de la politique depuis 58 de façon extrêmement active, beaucoup plus active qu'on ne le pense d'ailleurs et qu'on ne le sait, eh bien non, je ne peux pas sortir du jeu politique. J'ai toujours estimé qu'on devait être engagé dans la vie. Moi j'ai fait un choix, il est ce qu'il est. On peut le critiquer, on peut, je dirais, l'admirer, peut-être, je ne sais pas. J'ai fait un choix et à 75 ans, je ne vais pas me mettre, je dirais, sur le côté de ce que j'ai pu faire et de ce qui m'a animé depuis les 70 ans. Quoi. Vous appréhendez un petit peu la suite? Ça doit faire bizarre puisque vous êtes maire depuis maintenant 30 ans. C'est un peu un saut dans l'inconnu. Vous appréhendez ou alors vous êtes complètement serein? Ah non, je suis totalement serein. Alors là, dans ma vie, j'ai toujours eu la chance de monter dans les bons trains, d'éviter de monter dans les mauvais trains. Et donc, non, je suis très très serein. Je vais faire autre chose, c'est tout, c'est pas bien grave. Et j'ai des tas de choses à faire. Henri Pailleux, on fait une pause musicale. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour parler de votre carrière politique et de votre engagement. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique en compagnie d'Henri Pailleux, le futur ex-maire de Coignières. On a évoqué le sujet durant la première partie de cette émission. Votre actualité, c'est également la sortie d'un livre, La force de la conviction, que vous avez juste là aux éditions de l'Archipel. On le voit à la caméra. Un mot sur ce livre, vous retracez votre vie dedans, c'est ça? Pour ceux qui ne l'ont pas lu encore? Oui, très exactement. C'est un livre qui a d'abord été lu depuis qu'il a été édité le fin janvier. On m'en dit que du bien. C'est un livre, effectivement, où je raconte tout ce que j'ai bien pu faire depuis l'âge de 2 ans, parce que j'ai une mémoire d'éléphant, jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rappelez de ce que vous faisiez à 2 ans, sincèrement? Sincèrement, absolument. Oui. Vous avez des souvenirs, on va dire? Oui, des souvenirs fabuleux. Bon. Je me souviens très très bien, effectivement. Vous faisiez quoi alors à 2 ans? Je me vois encore courir derrière les Allemands avec une fourchette pour leur piquer le derrière, dans la région de Brest. Je me vois debout, je dirais, sur une table face à la maîtresse, alors qu'on venait de me mettre à l'école au 1er octobre 1945, me déculotter, baisser mon pantalon et pisser dans l'encrier. Enfin, bon. On va rigoler si on lit ce livre, en fait. On rigole. Il y a pas mal de... C'est sérieux à la fin. Hein. Oui, c'est sérieux, j'imagine. L'annonce, vous parliez de l'édition fin janvier, l'annonce de votre démission et la sortie de ce livre, c'est une pure coïncidence? On va être franc, ou alors il y a un coup marketing, hein, on va en profiter. Non, il n'y a pas de coup marketing. Ce livre est né simplement du fait que comment elle s'appelle, Sandrine Roudec, qui est une journaliste et qui écrit des romans, est venue me voir, par quel miracle, je ne sais pas, pour me dire j'ai entendu parler de vous, j'aimerais bien écrire un livre sur vous. J'ai dit, écoutez, ça tombe bien. Vous êtes couru par les jeunes femmes, alors? Comment? Vous êtes couru par les femmes, alors? Non, pas spécialement, non, pas à mon âge. Mais donc ça tombait bien, et puis là-dessus, je me suis confessé devant elle pendant 4 mois à peu près, et puis elle a sorti donc cet ouvrage, et comme elle savait qu'il y avait les vœux, elle ne savait pas que j'allais démissionner, mais comme elle savait qu'il y avait les vœux, eh bien, elle s'est dit, tiens, ce serait pas mal que ça puisse sortir en même temps que les vœux, donc c'est tout à fait le hasard.
Alors, initialement, on apprend dans ce livre que vous n'aviez pas l'ambition de faire une carrière dans la politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer concrètement ? Eh bien, les hasards de la vie. C'est vrai qu'en 1958, je me suis engagé derrière le général de Gaulle, immédiatement quand il est arrivé. J'ai pris ma carte à l'UNR à l'époque, et comme j'étais le plus jeune encarté à l'UNR, eh bien j'ai eu Michel Debré, qui était Premier ministre, m'a pris sous sa coupe. Et à partir de là, effectivement, j'étais présenté au général de Gaulle. À cette époque-là, c'est vrai, j'avais tout un avenir devant moi. Seulement, le problème, c'est que j'étais un vieux cancre. Vous étiez dans les petits papiers, on va dire. Oui, mais j'étais un vieux cancre, je dirais, qui venait tout juste d'avoir son bac, qui n'avait pas fait ses études supérieures. J'avais tout ça devant moi, mon service militaire. Et puis je faisais énormément de sport, de la haute montagne, avec Lionel Terré, avec Gaston Rebuffat, du handball. J'ai été sélectionné dans l'équipe de France B de handball. Je faisais de l'aviron, je faisais de l'athlétisme. Enfin bon, je ne vais pas raconter ma vie là-dessus. C'est-à-dire que vous auriez pu avoir une vie politique, on va dire, encore plus importante ? Mais je suis enthousiasmé par tout ce qui se présente à moi. Et donc, à partir de là, faire de la politique, c'était un choix qui, automatiquement, m'obligeait à m'arrêter sur des passions qui étaient les miennes, et j'ai pas fait ce choix. Alors donc, je suis devenu un militant politique. J'ai passé mon temps à coller des affiches, à distribuer des tracts, à participer à des meetings. À l'époque, donc, j'ai été palpé par, comment il s'appelle, Charles Pasqua, etc., etc. J'ai retrouvé tout ce... Alors, et puis j'ai traversé tout ça en faisant mes études supérieures. Donc, pas de regret, finalement. Non, j'ai été enseignant-chercheur à l'université. Enfin bref, je suis rentré dans l'industrie nucléaire. Non, pas de regret. Et puis je suis arrivé ici à Coignières en 1977. Et une ville dans laquelle on votait socialiste à 63% à l'époque. Et le maire sortant, dont j'ai fait la connaissance, ne voulait pas se représenter aux élections de 83 parce qu'il craignait de se faire battre à la suite de la victoire de François Mitterrand en 81 à l'Élysée. Bon. Moi, j'avais commencé à travailler sur la ville parce que je ne peux pas m'empêcher de m'occuper de tas de choses. J'ai créé un tennis club, je me suis occupé de l'association syndicale, donc j'étais connu dans tout le nouveau village. Mon prédécesseur était connu dans tout le vieux village, et je lui ai expliqué que pour moi, il était hors de question de voir la ville tomber entre les mains des socialistes, et donc par conséquent que je me mettais à sa disposition et qu'à deux, on devrait faire l'affaire. Ce qui a marché. Selon vous, qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas fait de la politique, justement ? Ça aurait été quoi votre métier parfait ? Qu'a occupé votre... Je dirais que de façon extrêmement logique, donc j'avais des responsabilités importantes donc, à l'époque à la COGEMA, j'en avais eu à Novatom, à Framatome, au CEA, etc. Donc je pense que dans la logique, j'aurais fait une carrière industrielle, et puis voilà. Alors vous êtes en politique depuis 1983 à Coignières, vous étiez alors maire adjoint. En 32 ans, quelle est votre plus grande fierté en tant qu'élu ? S'il y a un souvenir ma plus grande fierté, moi je dirais que lorsque j'ai pris mon poste de maire à Coignières, il y avait un potentiel de développement économique que j'ai su valoriser sur la ville. À savoir qu'au niveau du plan d'occupation des sols, il y avait beaucoup de sols qui étaient destinés à recevoir de l'entreprise. Donc, d'une part, j'ai constaté également que les Coignériens étaient parmi les plus pauvres du département. Je crois qu'on était juste avant ou après Trappes, en 59e position sur 262 communes dans le département. Donc j'avais, je dirais, une population des administrés à Coignières, donc qui était plutôt pauvre que riche. Et ayant un potentiel de développement, je me suis dit, il faut impérativement que je développe Coignières. Et c'est vrai, et ça c'est peut-être un des grands succès, je dirais, de la réussite qui a été la mienne, eh bien, c'est qu'à l'époque, sur Coignières, il y avait 246 entreprises en 86. Aujourd'hui, il y en a plus de 850. Et j'ai fait passer la ville au deuxième rang parmi les villes les plus riches du département, alors qu'en 86, on était en 212e position. Et moyennant quoi, j'ai donc dégagé des moyens financiers
et qui m'ont permis d'offrir aux Cognériens, je dirais, tout ce dont ils peuvent avoir besoin, et on a des équipements que pourraient jalouser des villes de 20 000, 30 000 habitants. À l'inverse, quelle est la chose dont vous nourrissez le plus de regrets ou de déceptions ? Les déceptions, c'est le prolongement de l'autoroute à tous, parce que je n'ai pas réussi, alors que pourtant ça n'aurait pas dû se passer du tout comme cela s'est passé. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il faudrait 3 heures d'émission, je dirais, pour en venir à bout. Et puis, ma foi, cette histoire d'intercommunalité, à laquelle je suis fondamentalement opposé, parce que j'estime que le millefeuille que l'on dénonce et la mutualisation des moyens, on en a parlé tout à l'heure, tout ça c'est à l'heure, que ça n'existe pas, et que, au contraire, c'est l'ambition des hommes qui les conduit, je dirais, à vouloir faire des nouveaux duchés, des grands ensembles, avec des gens qui rêvent demain, ils sont peut-être maires aujourd'hui d'une ville de 10 000 habitants, et ils rêvent demain d'être président d'un grand ensemble de 200 000, 300 000 habitants. Voilà, c'est l'ambition des hommes qui va perdre la démocratie en France. Alors vous avez beaucoup de particularités, mais une qui a retenu mon attention, c'est celle que vous ne dormez quasiment jamais, en tout cas jamais avant 7h du matin. Ouais. Racontez-nous ça, c'est quand même pas commun. Alors ça dans mon bouquin, ça y est au départ. J'ai commencé à ne pas dormir en 1951. Donc vous voyez, c'est pas récent. Ouais, effectivement. Voilà. J'étais à l'époque, mon père m'avait mis en pension chez les Jésuites. Et comme j'étais un grand chahuteur, j'étais un cancre, je dirais, comme on ne pouvait pas en trouver deux sur la planète, je passais toutes mes nuits à chahuter dans tous les dortoirs. C'était assez épouvantable. Et donc, déjà à l'époque, je ne dormais pas. Et puis... Aujourd'hui, vous faites quoi la nuit ? Vous travaillez ? Les dossiers ? Oui, je travaille, oui. Quand j'étais en activité professionnelle, je travaillais le jour à Cogema et je travaillais la nuit, je dirais, sur le conseil général et la mairie. Je commence à rentrer dans les parapheurs vers 10h du soir, après mon repas, un petit café, un petit cigare, et puis je continue à travailler toute la nuit jusqu'à, effectivement, 6h, 7h, l'heure à laquelle je me couche, et ça n'a jamais changé. Jusqu'à 10h ? Alors là, ça dépend. C'est plus le cas maintenant, parce que je commence à fatiguer un peu. Mais il y a encore 20 ans, il m'arrivait d'aller au boulot sans me coucher du tout. Bon. La moyenne... Allez, moi je dirais que depuis 1951, j'ai dû dormir en moyenne 3 heures par nuit, quoi. Voilà. Alors, avec votre expérience, on va aborder maintenant les élections de la semaine prochaine, les élections départementales. Votre camp, celui de la droite et plus particulièrement de l'UMP, souhaite faire le grand chelem, c'est-à-dire remporter les 21 cantons. Est-ce souhaitable, selon vous, pour la démocratie ? Ma foi, vous savez, là vous me posez une question un petit peu délicate. Je le souhaite pour Pierre Bélier, qui est un ami, mais ceci étant dit, c'est vrai que c'est pas forcément très bon pour la démocratie. En 1995, l'équipe adverse, on va dire, qui représentait le Parti socialiste, la gauche française, sur Cognères, en 1995, il n'était pas présent aux élections, ce qui fait que je l'ai emporté avec 100%, tous mes collègues ont été élus, je n'avais pas d'opposition. Et lorsqu'on n'a pas d'opposition dans une équipe, c'est pas très motivant pour ceux qui se trouvent dans l'équipe dirigeante. Et c'est peut-être un des mandats qui m'a le plus déçu pour ces raisons-là. Donc pour moi, la démocratie ne peut s'exprimer que s'il y a une opposition. Un récent sondage place le Front National en tête pour cette élection devant l'UMP et l'UDI et largement devant le Parti Socialiste. Quel regard vous portez, vous, avec votre expérience, sur la montée en puissance du parti d'extrême droite en France et dans le département des Yvelines notamment ? Écoutez, j'entends parler de ça comme tout le monde à la radio et à la télévision. Dieu sait si on nous rabat les oreilles avec toute cette affaire du Front National et de sa montée. Je n'ai jamais, je dirais, adhéré à la moindre idée du Front National. Il faut être clair là-dessus. Ce qui veut dire donc que je ne souhaite pas voir ce parti, je dirais, arriver au pouvoir. D'ailleurs, je suis convaincu que si par hasard il y arrivait, ça déboucherait, je dirais, sur des désordres dans l'hypothèse où il voudrait mettre en œuvre, je dirais, la politique qu'il défend aujourd'hui devant les électeurs. Donc,
je me désole, de la situation dans laquelle on est. Mais ceci étant dit, eh bien, il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est que l'UMP, qui est donc le parti que j'ai choisi pour des raisons qui remontent aux origines de mes engagements, d'une part, et le PS d'autre part, c'est vrai qu'ils se succèdent, les uns derrière les autres au pouvoir, et puis n'apportent pas, les réponses qui conviennent au pays, et c'est également un des regrets qui est le mien. Je ne suis plus dans un parti gaulliste. Je suis dans un parti, dont certains hommes comme moi sont issus des partis gaullistes qui étaient l'UNR et l'UDR. Le RPR au début était gaulliste, et puis après ça s'est un petit peu dégradé. Et aujourd'hui, ça s'est totalement dégradé. Le général de Gaulle, s'il était là aujourd'hui, il ferait des bonds de cabri, comme il le disait sur l'Europe. Bon. Est-ce que on en fait trop aujourd'hui avec le Front National, ou alors c'est un parti qui pour vous est inquiétant, dangereux, j'ai envie de dire? Je dirais que le Front National a derrière lui, et traîne derrière lui, un relent, de xénophobie, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Et je pense que c'est, encore une fois, c'est dangereux. Et c'est une des raisons pour lesquelles je souhaite que les Français, lorsqu'ils vont s'exprimer dans les urnes, seront peut-être assez intelligents, pour savoir que malheureusement, comme c'est bien souvent le cas, quand on ne trouve pas son bonheur dans ce qui existe, on va chercher ailleurs. En cas d'un second tour pour ces départementales entre le Front National et le parti traditionnaliste un des partis traditionnalistes, vous appelez à faire à quelle stratégie en ce moment l'UMP se déchire sur cette question entre personne, aucune consigne de vote, ou alors le Front républicain? Vous êtes pourquoi vous? Moi, je dirais que bien évidemment, à l'occasion de l'élection qu'il y a eu dans le Doubs, j'ai écouté soigneusement ce qui se disait. Bon, j'ai vu, alors parlons de l'UMP, j'ai vu qu'immédiatement Alain Juppé, que je connais, est monté au créneau pour dire, moi au deuxième tour je vote socialiste, que Nicolas Sarkozy a plus ou moins prêché le nini, qu'il y en a d'autres qui prêchaient je sais pas quoi. Bon, c'est ça qui est malheureux, quoi. C'est qu'on s'aperçoit que devant quelque chose de très sérieux, il y a toujours en arrière-plan l'élection présidentielle de 2017, qu'il va y avoir des primaires à l'UMP comme il y en aura au PS, et que dans ces primaires, il faut se placer pour avoir la première place, parce qu'à l'Élysée, il n'y a qu'un poste, il n'y en a pas deux, et que voilà. Mais vous, qui n'avez pas d'ambition politique, qui n'avez plus d'ambition politique, vous êtes plutôt Juppé ou Sarkozy sur cette affaire-là? Moi, j'aime bien les deux hommes. Pour des raisons, ils sont totalement différents. Mais sur la décision du Front républicain ou du Nini? Moi, je serais plutôt pour le Nini. Les récents sondages indiquent également que l'abstention devrait dépasser largement les 50% pour ces départementales. Que diriez-vous aux éditeurs qui nous écoutent pour les inciter à aller voter ou pas, selon votre point de vue à vous? Écoutez, moi, il est extrêmement simple. J'ai toujours estimé qu'il fallait aller voter. Non seulement il faut voter, mais il ne faut pas voter blanc. Il faut savoir faire des choix dans la vie. Il faut savoir s'exprimer. Et donc, je ne peux qu'encourager, tous ceux qui peuvent être tentés par l'abstention ou par le vote blanc, non seulement de ne pas s'abstenir, même pas de voter blanc, mais de s'exprimer pour un homme. Il faut savoir faire des choix. Personne n'est parfait dans la vie. Moi, je suis à l'UMP, mais à l'UMP, il y a des choses que je ne supporte pas. Bon, mais... c'est le parti qui vous ressemble le plus, en tout cas. C'est celui qui répond le plus, moins éloigné à la limite, à mes aspirations. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Henri Pailleux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes encore pour quelques jours le maire de Coignard puisque vous avez annoncé votre démission. La semaine prochaine à 18h, nous serons au Parlement européen de Strasbourg et à partir de 20h, vous pourrez également suivre sur nos ondes la soirée électorale spéciale départementale en partenariat avec TV Fil 78. Et n'oubliez pas le podcast audio et vidéo de cette émission sur radiosensation.fr. Bonne fin de week-end à tous et à dimanche prochain. Merci. À vous de m'avoir écouté. Politique sur Sensation.